Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Merci de répondre à ces rendez-vous du week-end. Vous vous souviendrez que lundi dernier, au cours de notre briefing hebdomadaire, nous vous annoncions un briefing de restitution de la participation de la République démocratique du Congo au sommet de l'Eastern African Community et aussi au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Nous avions dit qu'au terme de ces travaux, la République démocratique du Congo avait plutôt récolté des résultats, notamment la désignation à l'unanimité du docteur Jean Kaseya pour diriger les centres africains de contrôle de maladies. La République démocratique du Congo qui est assurée de devenir un membre non permanent du Conseil de sécurité pour l'exercice, je pense, 2026-2027, fruit de coulisses des concertations diplomatiques avec le Burundi. Tout à l'heure, vous avez suivi, certains d'entre vous étaient à la cité des Loyoa, la passation du pouvoir entre le président de la République et le président gabonais, le président de la République qui a été consacré par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, champion de l'éducation, de la santé et de la culture. Vous savez qu'il est déjà le champion africain de la masculinité positive. Au terme justement des assises d'Addis Abeba et du communiqué qui en était ressorti, il y a eu des réactions, notamment la réaction du gouvernement américain qui a une nouvelle fois demandé au Rwanda de cesser de faire la guerre en RDC, de cesser de soutenir le M23. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir encore une fois de plus le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui est en partance pour Genève, parce qu'il y a la semaine prochaine, je pense, une session qui va porter notamment sur la situation en République démocratique du Congo. Il devra être de retour avant vendredi, parce que vous le savez, il y a l'arrivée du président français Emmanuel Macron, et donc nous ferons une économie du temps pour lui permettre de prendre son vol. Monsieur le vice-premier ministre, nous voulons vous remercier une nouvelle fois de votre disponibilité pour restituer cette fois-ci de manière plus détaillée et un peu pédagogique les travaux auxquels nous avons pris part. Vous avez été aux côtés du président de la République, commandant du front diplomatique. Vous êtes son principal général dans les coulisses qui ont permis notamment, pour la première fois, en tout cas pour beaucoup, de voir que l'Union africaine s'est prononcée de manière claire sur la situation à l'est de la RDC, cette réunion du Conseil de paix et de sécurité et finalement un Congolais, vous l'avez vous-même dit, après Kamanda à la tête d'une institution régionale. Et donc ce soir, dans vos mots introductifs, nous souhaitons que vous puissiez nous brosser les événements tels qu'ils se sont déroulés, mais aussi nous dire le fait nouveau après la réunion de la communauté de l'Afrique de l'Est, parce que c'est cela qui sera déterminant pour le retour de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bien, je voudrais tout d'abord remercier la RTNC pour cette énième invitation qu'elle a bien voulu adresser à ma modeste personne. Remercier aussi nos compatriotes qui nous suivent chaque fois que nous avons, nous-mêmes et d'autres responsables gouvernementaux, à rendre compte de la manière dont nous gérons la crise. C'est une preuve évidente que les Congolais sont intéressés à ce qui se passe dans leur pays et sont engagés dans ce combat patriotique que nous menons tous sous la haute autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En fait, effectivement, comme vous avez dit, c'est une première qu'une série de rencontres de haut niveau, je dis de haut niveau, c'est parce que c'est au niveau des chefs d'État qu'une série de rencontres de haut niveau s'organise à Addis Abeba, dans la foulée, si vous voulez, ou dans le cadre du rendez-vous de conseil exécutif. Le conseil exécutif de l'Union africaine, en fait, c'est l'organe qui réunit tous les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine. Et puis, il y a eu aussi la conférence annuelle, je crois qu'il y en a 2 par an, des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et nous avons eu, du 17 au 19, 3 jours durant, à débattre de la situation de l'insécurité, c'est selon, ou de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Des débats très importants, des débats houleux, et c'est la première fois que ça s'est fait de cette manière-ci. D'ailleurs, au Conseil paix et sécurité, le Conseil
de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est toute proportion gardée comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'organe qui décide des questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique. Nous avons commencé le 17 dans l'avant-midi la réunion de, j'allais dire, le mini-sommet, un peu comme sous le modèle de Luanda, le 23 novembre dernier à Luanda, le mini-sommet qui réunit les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avec le président Lourenço. Cela, évidemment, consacre la jonction entre le processus de Nairobi et le processus de Luanda. C'est là qu'on harmonise et qu'on sort, comme on a commencé à Luanda, une vision commune, un plan d'action commun pour solutionner, autant que faire se peut le plus rapidement possible, la crise en RDC. Et puis par la suite, le même jour, le 17, dans l'après-midi, c'était le Conseil paix et sécurité présidé par le président Ramaphosa d'Afrique du Sud. Le principe est que chaque mois, un pays membre du Conseil paix et sécurité, ce n'est pas tout le monde, aussi là aussi on fait la rotation, préside le Conseil et le président Ramaphosa. Certainement que dans la suite de la mission que le président de la République a effectuée en Afrique du Sud, à Cape Town, il n'y a pas longtemps, dans le cadre du forum IDABA, il a eu des entretiens en tête-à-tête avec le président Ramaphosa et on comprend bien que les choses ont avancé de ce côté-là. Et le président Ramaphosa a décidé d'inaugurer, de marquer le démarrage de son mandat d'un mois à la tête du CPS par cette réunion autour de la crise en RDC. Et à cette réunion, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a participé aussi. Donc vous voyez, comme je vous disais, c'est une réunion de haut niveau. Évidemment, par la suite, les résultats ont été amenés à la conférence des chefs d'État qui les a avalisés. Qu'est-ce qui est, à notre avis, parce que bon, chacun peut avoir sa perception des choses, qu'est-ce qui est d'important finalement? Premièrement, c'est l'unanimité autour du fait que la feuille de route arrêtée par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre n'a pas été appliquée. Et tout le monde a reconnu que c'est le M23 qui n'a pas voulu appliquer cette feuille de route. Évidemment, une large majorité aussi, pour dire vrai, moi je n'ai pas l'habitude de vous raconter des histoires, était aussi d'accord que cela est dû essentiellement aussi au soutien du Rwanda. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a examiné les nouveaux plans de désengagement de la fin des hostilités élaborés par les chefs d'état-major des pays membres de la East African Community, la communauté d'Afrique de l'Est, et le commandant de la force régionale. Il vous souviendra qu'une semaine et demie, si je m'abuse, avant, il y a eu le mini-sommet de Bujumbura, où tout le monde a fait le même constat et qu'il fallait actualiser parce qu'on n'est pas revenu sur les fonds, sur le principe, mais c'est les dates, l'échéancier qui a été retravaillé. Et sur ce point-là, les chefs d'État ont avalisé le nouveau plan qui a été élaboré par les chefs d'État-major. Je vais essayer de vous donner la grande ligne. Donc, à partir des principales considérations de cette réunion, la réunion a décidé que le retrait du 1-23 soit échelonné sur une période de 30 jours, le jour J étant fixé au 28 février 2023. En conséquence, les nouveaux délais de retrait qui doivent être respectés par les 23 ont été élaborés comme suit. À la première phase, qui commence le 28 février, en fait, c'est le mardi de la semaine prochaine, les M23 se retirent de Kibumba, Karega, Kiroliwe
et Kichanga. Phase 2, du 13 au 20 mars, les M23 se retirent de Rumangabo, de Kishiche, de Bambo, de Kazaroho, Tongo et Mabenga. L'autre phase qui commence du 23 au 30 mars, les M23 se retirent de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana. C'est ça la nouvelle programmation. Évidemment, après, vont suivre maintenant les étapes du cantonnement, de désarmement et l'intégration en fait du M23 dans le processus de PDD-RCS, Programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et réinsertion communautaire et sociale ou stabilisation. Bon, en fait, c'est un peu ça le programme parce que l'abréviation a un petit quelque chose qui nous échappe là. Et ça va continuer par la suite. Donc cela a été avalisé. Un élément qui nous paraît maintenant essentiel, c'est celui-ci. Les chefs d'État ont chargé, et je peux vous lire pour ne pas me tromper de communiqué, le point 7, les chefs d'État et de gouvernement ont mandaté la République d'Angola, en collaboration avec son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est, à contacter le commandement du M23 afin de transmettre les décisions du mini-sommet de Addis Abeba. Qu'est-ce à dire? Vous remarquez que chaque fois qu'il y a des réunions des chefs d'État, avec des prises de position, avec des feuilles de route, dans les heures qui suivent, sous l'instigation du Rwanda, le M23 vous fait des déclarations en disant « Moi, je n'ai rien à faire avec ça, ça ne me concerne pas ». Et cette fois-ci, on a dit à Malé Malé et demi, devant le président Kagame, avec lui, on a décidé que l'Angola, c'est-à-dire en fait le président Lorenzo, en collaboration avec le président honoré du Kenya, le président Uhuru, doit prendre toutes les dispositions pour notifier les décisions, en l'espèce, ce plan de paix, officiellement à M23 avec sommation d'agir et dire à M23 que si ce n'est pas exécuté, les leaders de M23 n'auront qu'à s'en prendre eux-mêmes. On va passer à la phase la plus musclée. Voilà une décision qui est essentielle. L'Angola, ce n'est pas n'importe quel pays. Le président Lorenzo, conséquemment, s'apaise dans la balance. Et comme qui dirait, on prend l'opinion à témoin pour dire qu'on est allé jusqu'au bout. Donc ça, c'est une décision qui a été prise. Et on a aussi pris une autre décision, le point 8. Je vais vous la lire. La décision, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mettre en place, dans les plus brefs délais, un cadre de coordination, de mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du désengagement retrait du M23 sous les auspices de son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans le même esprit faire tout pour que les décisions qui sont prises, les recommandations qui sont faites ne continuent plus à être placées dans les tiroirs pour moisir. Donc ici, en fait, le président Ndayishimiye veille
à ce que tous les mécanismes que nous avons mis en place, notamment les mécanismes ad hoc de suivi, fonctionnent. Il y a aussi les mécanismes élargis de suivi dans le cadre de la CIRGL, et pourquoi pas aussi faire en sorte que le premier mécanisme piloté par le président Lourenço soit aussi en marche et que tous ces mécanismes-là fonctionnent harmonieusement sans se gêner. Donc vraiment, on a été conscient du fait qu'on ne va plus continuer à prendre des décisions qui restent lettres mortes. Là, c'est un peu comme si on vendait des illusions à l'opinion internationale et pour nous, comme si on vendait des illusions à nos compatriotes. Donc ce dispositif a été mis en place aussi par les chefs d'État. Évidemment, notre président, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été ferme. Il a fait comprendre que nous ne pouvons plus continuer à tourner en rond. Les Congolais sont prêts à assumer leurs responsabilités et ils le font jusqu'au bout. Nous n'allons plus continuer à rond. Et nous avons une opinion nationale qui juge, qui a un mot à dire et qui fait des messages très clairs, comme j'aime le dire, comme de l'eau claire dans un verre clair. Et nous n'allons plus continuer à tourner en rond, je répète encore une fois, comprenne qui pourra. Ça a été dur, mais ça a été direct. Le ministre de la Communication a été présent. Il y a eu des étincelles, mais ce n'était pas des étincelles pour brûler, mais pour éclairer. En tout cas, les Congolais ont été très, très bien représentés. Je suis sûr que si cela devait être vu en public, le président aurait reçu un tonnerre d'applaudissements. Oui, tout à fait. Donc voilà, en gros, pour le premier sommet. On a évidemment lancé un appel pour des contributions, surtout pour le déploiement des troupes de pays qui se sont engagés, les pays membres de l'EAC, pour que cela se fasse et que les troupes de l'EAC prennent de l'épaisseur. Bon, on reviendra sur les questions. Je sais qu'il y a des questions qu'on pourra poser, mais on y reviendra. Dans la soirée, on était à la réunion, comme je vous ai dit, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sous la présidence du président Ramaphosa, avec la participation de M. Guterres, le SG des Nations Unies et du président de l'Union africaine, M. Moussa Faki, et dans son intervention, le président, je vous donne des idées maîtresses, a insisté sur le fait qu'il n'est pas admissible qu'un conflit oppose deux pays africains et que des Africains, le Congolais, subissent des tragédies dans leur chair, dans leurs biens, et qu'au niveau de l'Union africaine, on continue à caresser le Rwanda, à faire comme si de rien n'était, pendant qu'en ce moment, en Europe, précisément l'Union européenne et ses pays membres, les États-Unis, au Conseil de sécurité, les choses se clarifient, on a des positions simples et précises. On dit que le Rwanda doit cesser son soutien au M23 et que le M23, ça se retire. Je ne vous apprends rien, vous êtes les hommes des médias, vous suivez maintenant. Alors, le président dit que ce n'est pas normal que ce soit de l'autre côté, que ça tonne, ça gronde. Et ici, à l'Union africaine, on fait comme si c'était à des millions de kilomètres de notre continent et que l'État était là pour agir. Et c'est ainsi que ce que je viens de vous donner là, qui a été décidé dans l'avant-midi, dans le cadre du mini-sommet, j'allais dire EAC et les médiateurs désignés par l'Union africaine, toutes ces recommandations ont été adoptées et le Conseil de paix et de sécurité se les sont appropriées. M. Guterres a ajouté un peu du sel dans la sauce concernant le financement. Il a laissé entendre que la question sera aussi examinée au niveau des Nations Unies pour voir comment apporter un peu plus de moyens à la force régionale. Et lui aussi, de son côté, c'était un peu comme l'a dit en d'autres termes, sa sainteté, le Saint-Père François, quand il était venu ici, il a dit que non, ce n'est pas insupportable, ça doit se terminer, ce qui se passe au Congo, de personnes déplacées, de pillage de ressources, il n'a pas eu la langue dans sa poche.
Donc ça s'est terminé en résumé. Et les mêmes conclusions, appropriées maintenant par le CPS, ont été amenées à la plénière de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Elles ont été adoptées pour l'essentiel, comme je viens de vous le dire. Donc là, en conclusion, c'est bien passé, le message est passé, et comme toujours, l'aîné du problème, c'est la mise en œuvre. Et c'est là, on en parlera dans l'échange, l'application de ce qui a été dit. Ce qui a été dit qui correspond, je vous l'ai dit la fois dernière, grosso modo, au plan de paix qui a déjà été avalisé par un consensus de l'ensemble de la communauté internationale. Les lignes maîtresses sont les mêmes. Alors, il faut ajouter aussi qu'il y avait déjà au niveau du Conseil exécutif la question du choix du nouveau représentant de l'Afrique, ici centrale, parce qu'il y a des sièges qu'on donne à l'Afrique, et l'Afrique centrale a un quota. En 2016, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu une concertation entre notre chef de l'État et son frère et homologue, le président Ndayishimiye du Burundi, et le Burundi, qui était aussi dans la compétition, a estimé que le pays le plus concerné par le problème de sécurité, c'est la RDC. Je reprends les paroles du président Ndayishimiye, qui est chez nous certainement, on lui dirait ce que je dis et je répète, il a dit non, le Congo doit être partout, on parle des questions de sécurité. Et le Burundi se retire en faveur de la RDC et ça a été clos, il y a eu une note verbale qui a été écrite par la suite déposée à la commission, donc cela s'est acquis, mais encore une fois, il n'a pas raconté des histoires aux compatriotes, c'est la phase finale, c'est en fait à l'Assemblée générale qu'on homologue tous ces choix qui viennent des régions. C'est déjà beaucoup qu'on ait, si vous voulez, terminer cette phase interne à l'Afrique centrale, mais nous avons encore à manager, à faire du lobbying pour que cette candidature d'ici 2016 passe. 26, merci beaucoup, c'est très sympa. De manière que finalement, je pense 35 ans après, la RDC se retrouve au Conseil de sécurité comme membre non permanent, je crois pendant une année, non, 2 ans, je crois. C'est à peu près 2 ans. Donc voilà aussi un autre résultat. Et je peux me permettre, au nom du président de la République, de remercier, encore une fois, lui-même l'a fait d'ailleurs, son collègue, et moi aussi j'ai un collègue, le ministre des Affaires étrangères de Burundi, chacun à ce niveau, pour ce geste de fraternité, cette compréhension que seuls des responsables politiques soucieux de voir l'Afrique, sinon entonner la même chanson, danser au même rythme, mais en tous les cas, entonner la même chanson, quitte à chacun de danser selon le rythme de chez lui. C'était un geste assez remarquable. Et enfin, il y a eu un autre combat, un troisième, qui n'est pas de moindre. Il fallait désigner le directeur général du CDC. CDC, en fait, c'est l'organe de l'Union africaine qui gère, si vous voulez, les maladies, les pandémies, pour parler en termes que tout le monde comprend. C'est en fait le centre de prévention et de gestion des maladies pour l'Afrique. Hein, pour utiliser, parce que le CDC, c'est en anglais. C'est pas peu. C'est pas peu. Pour quelles raisons? D'abord, au niveau national. Depuis que M. Kamanda a quitté le poste de secrétaire général adjoint de l'Union africaine, ça va faire maintenant plus 40 ans à peu près, il n'y a jamais eu un Congolais qui est arrivé à ce niveau-là. 2, au niveau de l'Afrique centrale, en dehors du président de la commission, Moussa Faki, le Tchad, Afrique centrale, actuellement à l'Union africaine, à moins que je me trompe, c'est possible, mais il n'y a pas quelqu'un d'Afrique centrale qui dirige un organe d'une si haute importance en permanence, directeur général de telle ou telle structure, notre compatriote, le docteur Jean Kasséa, c'est lui qui est là aussi pour le compte de l'Afrique centrale.
Et c'est très important. Coup de chapeau aussi à lui-même, il a un CV tout à fait alléchant. Moi, je l'ai remarqué parce que ça fait plus de 5 mois que je suis en campagne avec lui. Mon collègue, le ministre Bungani, qui est de son domaine aussi, s'est mis dans la danse. Lui aussi, quelque part aussi. Depuis Washington, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, ça fait pratiquement 6 mois que nous sommes. Mais on était toujours fiers de voir que quand on le présentait parfois à un chef d'État, il le connaissait déjà. J'ai vu en Namibie, je le présente à ma collègue, la vice-première ministre des Affaires étrangères de la Namibie. Quelques minutes après, il dit oui, c'est vrai, je le connais. Il a été ici responsable de l'UNICEF pendant un temps. Vous voyez, donc, quand le président l'a présenté au président du Ghana, ils ont parlé. Oui, le docteur lui dit voilà, tel programme qu'on a fait ici, c'était moi. Tel programme, c'était moi. L'autre dit oui, effectivement. Ce programme-là, on l'a fait ici parce que lui aussi, il est à la Fondation Clinton. Vous voyez, donc, nous avions un candidat qui pèse. Donc, nous avons obtenu la nomination, que dis-je, l'élection à l'unanimité par le comité ad hoc, Dr Kasseya, à ce poste-là, qui consacre notre retour, après d'ailleurs Madame Nadège, qui est directrice chargée de ressources humaines à l'Union africaine, et il y a encore un autre compatriote qui doit être dans le professeur Rémi Goïquier dans la commission de droits de l'homme. De droits de l'homme. Et aussi, on a fait élire le professeur Yvon Minga Chang, qui est membre de la commission, je crois, de droit international des Nations Unies. Donc, de ce côté-là aussi, on avance. J'en profite, si vous l'autorisez. Je vous en prie. Nous avons créé au ministère une structure qu'on appelle la cellule de placement des Congolais dans la fonction publique internationale. Je crois que depuis un temps, vous voyez, nous commençons à publier les offres d'emploi dans le système international, dans la fonction publique internationale, avec le concours de nos ambassadeurs, particulièrement l'ambassadeur Ngandou, qui est notre ambassadeur en Éthiopie, notre représentant permanent auprès de l'Union africaine. Donc voilà, en quelques mots, le résultat de la participation du président de la République au dernier rendez-vous de l'Union africaine de la semaine dernière. Évidemment, il faut toujours rester prudent, pas de triomphalisme débordant, pas d'optimisme béat, toujours engagé avec le président, avec nos militaires, avec vous tous, en particulier aussi parce que nous sommes là, les médias qui font un combat. Je crois, le collègue a dit que nous avions le terrain militaire, le terrain diplomatique et le terrain des médias. Je suis à votre disposition avec vos collègues. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots introductifs. L'introduction a été assez longue pour résumer les différentes réunions. Et d'ailleurs, j'ai eu les privilèges de vous seconder dans certaines parce que le président de la République a eu d'autres rencontres au-delà des sommets qui ont été présentés ici, notamment avec le secrétaire général Antonio Guterres ou encore le président de la Commission de l'Union européenne, M. Charles Michel. On va signaler aux téléspectateurs que le journal passera immédiatement après ces briefings. On va commencer la série des questions. Vous savez qu'il y a une contrainte, le vice-premier ministre a un vol, et donc faisons de notre mieux pour avoir des questions courtes et précises pour lui permettre d'apporter les détails sur les préoccupations qui sont les vôtres. On va commencer avec M. Pichu Mulumba. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Excusez-moi, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, j'ai noté avec satisfaction les résultats diplomatiques de ce que vous venez d'évoquer. Mais permettez-moi, actualité oblige, de sortir du coup de ces carcans pour vous poser deux questions en dehors du sujet de ces briefings. La première, c'est que la Tunisie vit les conséquences des propos virulents à l'encontre des migrants subsahariens. Est-ce que les Congolais sont-ils visés? Si oui, quelles sont les dispositions prises par la RDC pour assurer leur protection? Et la deuxième petite question, c'est que on parle de l'arrivée du président français ici à Kinshasa. L'évidence, c'est que la RDC attendait un peu plus de la France, plus d'actes, plus de gestes pour la fin de la guerre dans l'Est. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de la présence du chef de l'État français à Kinshasa? Bien, on y va. La Tunisie. J'ai été informé par certains compatriotes, en dehors
des médias sociaux qui m'ont appelé personnellement. Hier, vous l'avez vu à la télévision, j'ai reçu l'ambassadeur de la Tunisie pour que nous ayons de la clarification là-dessus. Vous avez suivi son interview. Primo, il a dit que les Congolais n'étaient pas concernés. Il a dit que 99% de Congolais qui sont en Tunisie sont dans la situation régulière. Mais je ne me suis pas limité à ça. J'ai écrit à notre mission diplomatique, et j'ai rectifié, il y en a qui ont écrit depuis plus d'une année qu'il n'y a pas d'ambassadeur, c'est faux. La dame qui était ambassadeur là-bas venait d'être nommée pour l'Espagne il y a quelques mois, et ceux qui connaissent la matière savent que pour nommer un ambassadeur, il y a toute une procédure, demande d'agrément, et on nous répond. Certains pays prennent beaucoup de temps, mais j'ai parlé avec l'ambassadeur aussi de cette question pour qu'on nous réponde rapidement. Mais il y a une mission diplomatique avec des diplomates qui remplissent toutes les fonctions qu'il faut. J'ai donné l'instruction pour qu'on nous fasse un rapport précis, même détaillé, qui nous permette d'avoir une saisine complète de la question. Et j'ai demandé aussi que l'ambassadeur, avec les autorités tunisiennes, travaille pour assurer la sécurité optimale à nos compatriotes. Et enfin, je lui ai demandé, je l'ai instruit d'organiser des rencontres avec nos compatriotes pour rehausser leur morale et pour leur dire aussi, parce que nous aussi nous exigeons ça, que quand on est dans un pays, il est de règle qu'on obéisse aux lois de ce pays-là, on se soumette à toute réglementation généralement quelconque de séjour et que sais-je encore de ces pays-là. Parce que l'ambassadeur m'a dit, et j'ai essayé de suivre aussi le président Caïd dans ce qu'il a dit, il ne faut pas commencer à raconter des histoires, il faut aussi garder sa tête froide, voir la réalité en face pour mieux se préparer, pour mieux trouver de solutions. En fait, il y a un problème, et là je comprends. Et je pense que même le président de la République comprend, tout le monde comprend et doit comprendre comme lui aussi. La Tunisie est de plus en plus confrontée à un problème de gestion de flux des gens qui passent par son territoire pour arriver en Europe. L'immigration clandestine, vous connaissez tout, Lampedusa et que sais-je encore. Et les explications qui m'ont été données par l'ambassadeur, chiffre à l'appui, cas à l'appui, c'est que, je ne dis pas que ce sont des Congolais, c'est que on a versé un peu dans la criminalité. Donc c'est normal que la Tunisie prenne des mesures de protection de ses citoyens, et même au-delà de ses citoyens, de tous ceux qui habitent le territoire national, en mettant en contribution, en faisant bouger les instruments de gestion sécuritaire classiques. Et c'est dans ce sens-là que le message a été adressé. Évidemment, c'est un chef d'État qui l'a dit, moi, je suis ministre des Affaires étrangères, je n'ai pas de leçon à donner. Le président lui-même est revenu à ses paroles pour recadrer, repréciser les choses. Donc, nous souhaitons ardemment que, tout en admettant la légitimité et la rationalité de la demande des autorités tunisiennes, mais qu'il y ait de la mesure, qu'il y ait un souci de fraternité, parce que nous sommes tous membres de l'Union africaine, nous appartenons à un continent, comme lui-même a dit que la Tunisie dans le temps c'est Afrikia. Afrikia, et même celui qui était avant lui nous a parlé de cela quand il a parlé, vous vous rappellerez. Monsef Marzouki. Oui, Marzouki l'a dit aussi. Donc voilà un peu comment. Donc d'un mot, nous sommes au courant, nous suivons la situation, nous attendons le rapport de l'ambassadeur pour connaître des Congolais, s'il y en a, précis, qui ont été agressés, qui ont fait l'objet de traitements inhumains, dégradants ou de traitements contraires à leur honneur, à la dignité. Nous allons utiliser des instruments diplomatiques, et je dis aux compatriotes sur les Sud que nous suivons. Le chef de l'État aussi suit, le Premier ministre aussi, parce que c'est une question gouvernementale. Nous assumerons nos responsabilités. Maintenant, l'arrivée du président Macron. Nous allons entendre ce qu'il va nous dire. Je sais qu'il y a à nous dire également, ça c'est très clair. D'un mot, nous pensons qu'il est essentiel que la France soit conforme à ses valeurs,
les valeurs de la République qui ont fondé la Révolution française. C'est national, mais projeté sur l'échelle internationale, liberté, égalité signifie démocratie, état de droit. Et dans le concept état de droit, projeté au niveau international, il y a des règles, et notamment le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, l'indépendance, les droits de peuple, et j'en passe. Ça, c'est aussi les composantes de l'état de droit au niveau international. Donc, la France doit aussi veiller à ce que cela soit respecté non seulement par des déclarations de bonne foi, mais par des actes. Valeur de la République française, la fraternité. Au niveau international, j'appelle carrément la solidarité. La solidarité signifie que lorsque, à travers le monde, il y a un peuple qui est soumis à, si vous voulez, à des contraintes de se déplacer parce qu'il y a un pays, en l'espèce le Rwanda, qui lui a porté la guerre, que la France aussi pose des gestes de solidarité, notamment en disant à ceux qui amènent la guerre chez nous pour nous piller de ne pas le faire. Donc ça doit être clair. Et enfin, ce que nous demandons à la France, c'est d'assumer son statut d'acteur, un des acteurs principaux de la vie internationale. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire un des pays qui ont la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Et c'est pour cela qu'on a créé à San Francisco les Nations Unies et avant les Nations Unies, la Société des Nations. Donc la France a des devoirs à ce niveau-là. Statut international, la France aussi a des partenariats, a de la coopération avec des pays, bien sûr, pour ses intérêts, mais dans la perspective de gagnant-gagnant. Nous sommes tous de la francophonie. Là aussi, il y a la déclaration de Bamako, il y a, je crois, Saint-Boniface aussi, il y a une série de valeurs qui se trouvent dans ces instruments communs avec la France. Donc la France aussi doit se porter à la hauteur de ses responsabilités, parce que, dites-vous bien, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de francophonie sans la France. Et si la France est à côté des valeurs de la francophonie, ça ne vaut pas la peine. Comprenne qui pourra. Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur le Vice-Premier ministre. Ce sera sûrement la sécurité, mais ce sera aussi d'autres questions d'intérêt commun, les climats, l'économie. Nous attendrons écouter le président français. Prochaine question, Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Je commence par le sommet, le 22e sommet de la CEAC qui s'est clôturé aujourd'hui. Je sors du cadre du sommet de l'Union africaine. Parmi les recommandations, il y a une recommandation qui encourage, la communauté encourage la RDC et le Rwanda à résoudre les différends par la voie de la paix. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Mais également, Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement, vous l'avez si bien fait de rappeler que le chef de l'État a été donc désigné champion de l'éducation, de la santé, mais également de la culture. Matériellement, comment cela va se manifester ou quel sera le travail qu'on attend du champion de l'éducation, de la santé, mais également de la culture. Une question d'actualité en rapport avec le processus électoral en cours. On a l'impression que finalement, tout porte à croire que certaines personnes veulent boycotter, on va dire, le processus électoral, jeter le discrédit par rapport à ce qu'on voit sur des quelques faits égarés, par exemple, lors des opérations d'enrôlement, notamment le monnayage. Quelle est aujourd'hui, Monsieur le porte-parole du gouvernement, la proportion de ces incidents par rapport aux efforts faits par la CENI et le gouvernement pour offrir des élections crédibles? Est-ce qu'on peut craindre pour la fiabilité de tout le processus? Je vais terminer par la toute petite question sur ce qui s'est passé à Lubumbashi. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la situation des hommes en uniforme qui ont fait irruption à l'archevêché de Lubumbashi, selon le communiqué signé par les évêques membres du diocèse de Lubumbashi? Alors, sur la dernière question, évidemment que je veux me référer à mon collègue de l'Intérieur pour avoir de plus amples détails. J'ai effectivement vu un communiqué qui circule, mais j'ai vu aussi un reporter dire qu'il y avait des exercices qui se faisaient
au niveau de la garde républicaine, mais toutes ces choses devraient être éclaircies parce que je ne vois pas l'intérêt, c'est quel scénario qu'on peut envisager d'aller enlever un prêtre dans une église. Je ne suis pas sûr que tout ce qu'on a lu à propos est forcément vrai. On attendra d'avoir les détails et nous reviendrons pour éviter toute forme de spéculation. Permettez-moi, Monsieur le Vice-Premier ministre, comme j'ai la parole, de répondre rapidement à la question sur le processus électoral. Le processus électoral nous appartient à nous tous. C'est pour ça que dès le départ, dans la constitution du bureau de la commission électorale indépendante, toutes les représentations sociales sont représentées. Lorsqu'il y a des cas comme par exemple le monnayage, je suis désolé, mais c'est aussi notre responsabilité à nous comme citoyens. Vous avez été recrutés par la commission électorale pour faire ce travail-là et vous vous faites corrompre. Est-ce que c'est le bureau de la CENI? De toute évidence, on va demander au président de la CENI, si c'est possible, de venir ici, qu'on discute dans les détails des questions liées au déroulement du processus. Mais je crois que c'est aussi une question des responsabilités personnelles. Nous parlons de la lutte contre la corruption et que des faits, lorsque des faits de ce type se déroulent sur le terrain, c'est la responsabilité de ceux qui sont là. Mais évidemment, on posera aussi la question à la CENI qui a recruté les Congolais. C'est dommage parce que parfois, lorsque nous-mêmes nous allons nous enrôler, il y a des files, on ne veut pas attendre, on est pressé et parce qu'on a une position et parce qu'on veut faire ceci, on essaye d'intimider, on essaie d'utiliser de voies de fait qui font qu'aujourd'hui, ces incidents qui peuvent arriver dans un processus qui attend de recevoir 50 millions de personnes sont utilisés par certains, nous voyons venir, pour jeter les discrédits sur un processus que nous construisons laborieusement. Malgré les opérations militaires à l'Est qui coûtent ce qui coûte, le ministre des Finances vous l'a dit lundi ici, mais nous avons financé à plus de 500 millions de dollars ces processus et aujourd'hui nous devons tous observer et reconnaître qu'il y a eu plus d'avancées qu'il y a des problèmes. Mais j'ai apprécié moi-même, j'ai vu qu'il y a à 2 reprises, la CENI, pour le cas de Massimanimba, je pense, et pour le cas de Chikapa, ils se sont exprimés sur le sujet. J'ai appris, je ne sais pas si cela a eu lieu, que la rapporteure de la CENI devait faire une conférence de presse aujourd'hui pour donner des réponses à ces propos. Ici, le gouvernement ne va pas aller dans les détails du travail que fait la CENI. Ici, j'en appelle à la responsabilité de tous. La responsabilité de tous implique que même l'agent qui est commis en enrôlement doit savoir que c'est une responsabilité citoyenne qu'il a vis-à-vis de la nation et qui ne devrait pas, pour 500 francs, 1000 francs, je ne suis pas sûr que cette corruption-là, ou quand on dit monnayage, je ne suis pas sûr que c'est 500 $. Je ne suis pas sûr que c'est grand-chose. Alors pourquoi avoir des comportements qui risquent d'entacher tous les processus simplement par votre gloutonnerie ou par votre égoïsme? Ici, c'est vraiment une invitation qui est faite à ceux-là, mais aussi à ceux qui viennent s'enrôler. S'il y a beaucoup de files, prenez votre patience, votre tour arrivera. De toute évidence, la CENI s'organise pour s'assurer, accorder des jours supplémentaires pour des cas des problèmes qui sont relevés. Ici, il faut considérer que le processus électoral n'appartient pas à M. Kadima et à son équipe, que le processus électoral n'appartient pas au gouvernement Sama Lukonde. Le processus électoral appartient à tous les Congolais où qu'ils se trouvent et que nous avons tous les devoirs de nous approprier. Lorsqu'il y a des cas de dérapage, on les dénonce, on les corrige, mais il est hors des questions de jeter des discrédits sur un processus qui nous coûte ce qui nous coûte, des fonds qui auraient pu être mis de côté pour le développement ou pour la sécurité. Ici, il faut que cela soit bien clair et les responsables politiques sont aussi invités à coopérer ou à collaborer lorsque vous avez des cas, plutôt que de vouloir faire de communiqués, jeter de l'huile sur le feu, contacter la CENI, parler avec la CENI, envoyer des témoins, envoyer des observateurs. Comme ça, on est sûr que chacun aura fait sa part pour un processus apaisé. Alors, sur la question, je ne sais pas si le vice-premier ministre voudra réagir sur le sujet, il pourra. Sur la question du président de la République, champion de la santé, de l'éducation et de la culture, je pense même que je n'ai pas besoin de dire ce qui se fera. Regardons ce qui s'est fait. On parlait des gratuités en 2019. Vous avez vu les résistances qu'il y avait autour de la gratuité. Aujourd'hui, en 2023, le programme de la gratuité est un programme consolidé pour lequel la Banque mondiale a concouru d'ailleurs à près de 800 millions de $. C'est vous dire que du côté de l'éducation, le président de la République en a fait la preuve.
Sur la santé, il y a ce programme de couverture santé universelle qui s'est mis en place. Il y a ces programmes de soutien, je pense à la maternité, et d'autres programmes. Je ne voudrais pas les énumérer ici. Mon collègue de la santé est plus outillé, mais le président de la République a démontré que sur les questions d'éducation et de santé, nous étions les champions. Sur la culture, c'est à l'actif. N'oubliez pas que la mandature du président de la République à la tête de l'Union africaine était consacrée à la culture. Est-ce qu'il faudrait que je reparle de la culture dans le pays où la rumba a été sacrée sous son mandat patrimoine culturel de l'humanité? Et donc voilà, tous ces acquis, le président de la République le met non seulement à contribution pour le Congolais, mais aussi pour les autres institutions. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre à votre question. Et le vice-premier ministre pourra se charger de répondre à vos questions sur les aspects diplomatiques. Bien, sur l'éducation, juste une phrase. Il n'y a pas de développement sans éducation. L'éducation, c'est aussi la digue la plus puissante contre la dictature, contre l'arbitraire et contre tout simplement le bien-être de la population, parce que le premier bien-être, ça se trouve dans nos têtes. Voilà. La CEAC, je sais qu'on ne pose pas de questions aux journalistes, ce sont eux qui posent des questions. C'est ça votre avantage. Hein? Est-ce que vous connaissez une institution internationale, une communauté des États et des nations qui envoie leurs membres à la guerre, à se battre? Ça n'existe pas. Parce que les institutions communautaires, ici ou ailleurs, sont créées justement pour humaniser les règlements de conflits. J'allais dire, pour les rendre plus civilisés. Et donc, ce que la CEAC a fait, c'est dans l'ordre normal des choses. Il reste à savoir maintenant, et c'est là le hic, que fera la CEAC pour que ça se règle de la manière la plus pacifique, dès lors qu'un des acteurs pense qu'il est hyper puissant, que les rapports de forces militaires sont en sa faveur. Et sur ce point-là, le ministre de la Communication se rappelle la phrase du président de la République à Addis Abeba, en face de notre, je ne veux pas dire ennemi parce que ça devra se terminer un jour, notre agresseur. Il lui a dit, vous pensez que vous avez l'armée la plus forte au monde, mais le peuple congolais vaincra. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Et c'est ça qu'il faut matérialiser. Et c'est ça aussi, par rapport à votre question, qui interpelle pas seulement la CEAC, mais la SADC, dont nous sommes membres, l'East African Community, Comité d'Afrique de l'Est, dont nous sommes membres, l'Union africaine, dont nous sommes membres, les Nations unies, dont nous sommes membres, dont le Conseil de sécurité s'occupe de la question. Donc, c'est un appel normal qui devait se faire, mais je regarde du côté de la CEAC, j'interpelle, je dis, oui, ça va. Nous avons entendu l'appel, mais tel que nous connaissons celui qui est en face de nous, nous ne serons jamais naïfs, nous ne serons jamais faibles, nous devons nous consolider, parce que le latin nous ont dit « si vic pacem para bellum ». Donc, on dirait que la guerre est consubstantielle à la paix, quelque part, mais on n'aime jamais la guerre. Voilà, donc nous allons contribuer à la matérialisation de cet appel de notre part. Voilà. Voilà, on va prendre les 3 dernières questions parce que le vice-premier ministre va nous laisser tout. On prend Dani Songozo, Blaise Ainda et ici au fond, allez-y. Comme ça, on prend les 3 dernières questions en série et nous allons terminer par là. Merci. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Si j'ai bien entendu, le premier retrait du M23 est programmé au 28 février et que les chefs d'État
avaient mandaté leurs collègues de l'Angola de pouvoir signifier au commandement du M23 déjà en ce qui concerne le cessez-le-feu. Est-ce que déjà le commandement du M23 est signifié? Les Congolais aimeraient savoir. Et cette question, c'est par rapport à ce qui se passe sur terrain. Parce qu'on a l'impression que les M23 continuent à se battre et chercher à occuper d'autres localités. Merci. Merci. Les Aïnda. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'est par rapport aux dernières déclarations faites en Kinyarwanda par James Kabarebe, un haut cadre de la sécurité au Rwanda, qui a évoqué tout simplement qu'il s'agissait d'une certaine manière d'être dans une opération de récupération de certaines terres qui appartiendraient au Rwanda, dont Rutshuru et Masisi, et qu'il faudrait que le Rwanda puisse rentrer dans ses droits d'une certaine manière. Le ministre de la Communication l'avait dit, sans avoir trop de précision, il avait dit que nous n'avons pas encore été saisis officiellement, mais il semble que le Rwanda préparait une certaine commission qui devrait revoir les frontières pour effectivement essayer de faire peser cette donne-là. Merci. Quelle est votre réaction en tant que ministre des Affaires étrangères? Merci. Cédric Beya pour le compte de dépêche.cd. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons comprendre par les replis stratégiques. Est-ce vraiment pour éviter les bains de sang, comme l'ont toujours dit les FARDC? Et aussi, si jamais le chronogramme évoqué par les chefs de commandement de l'EAC, est-ce que cette fois-ci, nous allons assister à une offensive de cette force? Et si oui, pourquoi tout ce temps, cela n'a pas été fait? Merci. Merci. Monsieur le vice-premier ministre. Si j'oublie quelques détails, il faut toujours intervenir pour me rappeler. La signification, nous nous sommes réunis la semaine passée. Les responsables qui ont été désignés, l'Angola, l'ancien chef de l'État kényan, vous ne me direz pas qu'ils n'ont que ça à faire, peut-être c'est moins dire. Disons qu'ils se préparent pour que la signification soit réelle et efficace. Je suis convaincu que la semaine qui commence, cela devra se faire parce que le deadline pour le premier acte du retrait, c'est le 28. Le 28, en fait, c'est le mardi de la semaine prochaine. Donc, il peut y avoir certaines contraintes, parce que l'M23, ce n'est pas à une ville où on peut se rendre, à un lieu où on peut se rendre de n'importe quelle manière. D'abord, ce sont des terroristes, des rebelles, comprennent qui pourra. Ensuite, il faut que les choses soient faites, comme je l'ai dit encore sans me répéter, de manière sans équivoque. Donc, on ne doute pas de ce que ça se fera. Nous venons de quitter Addis Abeba il y a à peine, c'était dimanche qu'on a terminé, maintenant nous sommes aujourd'hui, quel jour de samedi. Donc, ça fait pratiquement 5-6 jours. Voilà. Mais ça se fera par rapport à votre question. Quelle est la situation sur le terrain? Moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'entends de ceux qui sont habitués à la guerre et de certains de ceux qui discutent avec nous, des théories comme talk and fighting, c'est ça? Talk and fight. Talk and fight. Je ne suis pas fort en anglais. Ça veut dire tout simplement, nous continuons à discuter, mais on pousse pour créer des rapports de force inégalitaires qui vous donnent un peu plus de pouvoir de négociation. Et qu'ils sachent que nous sommes conscients de ça. Nous le savons, nous pouvons appliquer aussi la même théorie. Surtout que nous avons, avec nos forces armées, l'obligation de sauvegarder l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale de notre pays et la souveraineté de l'État congolais. Donc nous aussi, on le sait. Nous respectons nos engagements. Je le répète, il ne faut pas qu'il y ait des équivoques. Mais si on nous provoque, nous nous défendrons parce que c'est notre obligation constitutionnelle. Et je peux vous dire que, sans me lancer dans des déclarations intempestives ou illusoires, on verra quand même. Le dernier mot, on le dira. Et
la question sous James Kabarebe, vous savez, quand vous dormez, hein, on ne vous empêche pas de rêver. Et même quand vous êtes debout là, vous pouvez rêver. Il est libre à chacun de rêver. Et moi, je le comprends. C'était militaire. Là où je ne comprends pas beaucoup les choses, c'est lorsque le ministre des Affaires étrangères, mon collègue, passant devant je crois l'Assemblée nationale, dit qu'il crée une commission pour la révision de frontières. Mais nous aussi, on a des revendications. Hélas, on ne peut pas le faire parce qu'il y a la charte d'abord à l'époque de l'Organisation de l'Unité africaine et aujourd'hui l'acte constitutif de l'Union africaine. L'intangibilité, vous le savez, non? Des frontières héritées de la colonisation. Et il y a aussi, même au niveau international, le même principe lorsqu'on parle du respect de l'intégrité territoriale des États. C'est ça que ça signifie. Et dans tous les cas, nous, on n'a pas peur. Hein? On n'a pas peur d'y aller. Nous avons des choses à dire. Demandez au chef des Bashi, les Mwami, demandez à nos amis Bashi et à nos compatriotes. Ils vont vous raconter des histoires et tout le monde a à dire. Hein? Donc, ça ne nous fait pas peur. Mais je dis que nous sommes respectueux des règles du jeu au niveau international, libres à chacun de rêver. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à travers de telles proclamations, on voit bien que l'affaire d'FDLR, l'affaire du discours xénophobe, ce n'est pas ça la raison. Voilà, on est passé à l'aveu. Voilà aussi, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et la vraie raison, c'est ça. Et la vraie raison, c'est ce que le chef de l'État a dit devant le corps diplomatique. Faire du Congo un espace de marché libre, un marché libre où il n'y a même pas de caissier, parce que quand vous entrez dans une grande surface, s'il n'y a pas de caissier, vous prenez, vous partez. Mais ça ne sera pas le cas chez nous, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est ferme là-dessus. Alors, repli stratégique, je ne sais pas si le ministre de la Communication a une idée, mais le repli stratégique, en fait, ça me rappelle les jeux de dames. Je ne suis pas spécialiste en jeux de dames. Vous savez comment on fait au jeu de dames, hein? Je vois, j'observe. On pousse, et puis à un moment donné, on prend tous les pieds. C'est ça. Alors, la dernière question, c'était quoi? Je crois que c'était ça. Hein? C'était celle-là, oui. C'était celle-là, donc voilà. Ainsi, il faut que je complète le vice-premier. Ah, d'abord, je ne sais pas ce que l'allusion que Blaise Ainda fait tout à l'heure sur les propos de James Kabarebe. Je crois qu'ils doivent reposer des questions à la Belgique. Parce que si nous devons revisiter l'histoire, il faut qu'on écoute le prof Isidore Ndaiwel. Il faut surtout qu'on lise le prof Chibangu Kalala, qui a fait un ouvrage extraordinaire d'à peu près 900 pages, qui parle de l'historique de nos frontières. Je pense que, comme le VPM l'a dit, le masque commence à tomber. Et que véritablement, et les présidents de la République l'ont démontré de manière très claire, Monsieur le VPM, vous vous souvenez comment le président de la République a notamment tranché sur la question des réfugiés que ressassait le président rwandais. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de prétexte qui justifie l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, si ce n'est ces velléités expansionnistes qui commencent à dévoiler. De toute évidence, le président de la République l'a dit et redit, vous comme nous, pour chaque centimètre carré de notre territoire, nous assurerons la défense. Nous sommes sur les terrains diplomatiques où vous avez vu de manière claire comment les mots ont été dits, les processus mis en œuvre. On verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, le président de la République a été ferme et clair sur ces sujets devant ses collègues. Si nous devons passer par des mesures radicales le moment venu pour régler les problèmes, nous le ferons pour assurer à nos générations futures qu'ils héritent d'un pays tel que nous l'avons hérité. La volonté ferme du commandant suprême à ces sujets est très claire. C'est ce qui est dit à nos militaires et c'est ce que nous vous partageons aussi aujourd'hui. Et je pense que nos partenaires de la communauté internationale le savent et le rappellent chaque fois qu'ils prennent des initiatives ou de communication dans ce sens. Pour ce qui concerne les terrains militaires, le moment venu, en tout cas avec l'armée, nous communiquerons. Mais ici, il y a tellement de nouvelles qui arrivent et les nouvelles sont parfois changeantes que nous ne préférons pas commencer à communiquer à chaque fois qu'il y a eu ceci, à chaque fois qu'il y a eu cela. Il y a évidemment la stratégie du talk and fight
je ne me ferai pas contredire par le VPM à ma droite, mais le président de la République l'a déjà dit, il est hors des questions, je le répète, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, de négocier avec les M23. Il est clair comme de l'eau claire dans un verre clair, pour emprunter l'expression de mon voisin. Et donc, il faut considérer ici que sur le front diplomatique, vous avez vu le résultat, sur les fronts judiciaires, vous verrez les résultats, parce qu'il faut que ces gens répondent de ces actes, de leurs actes. Ils sont pour la plupart sanctionnés, nous connaissons leurs noms, on les a documentés, ils seront poursuivis parce que nos populations qui souffrent doivent vivre la réparation de tous les torts qui leur sont causés par ces terroristes. C'est connu. Sur les fronts économiques, le ministre des Finances vous a donné un aperçu parce que tous ces réseaux-là, nous allons les traquer, nous allons les démanteler parce que le président de la République, il a redit, la volonté ici, c'est de coopérer de manière transparente avec tous les pays limitrophes. Lorsque vous pensez mettre la main sur le Congo par la guerre, entendez-vous avoir une réplique à la mesure. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, je ne sais pas si vous avez quelques mots pour conclure notre entretien de ce soir, mais sinon on va remercier nos amis de la presse qui se sont spontanément mobilisés, parce que ce n'est pas toujours évident, mais cette culture de redevabilité nous permet, Monsieur le Vice-Premier ministre, de tenir les Congolais au courant de tout ce qui se passe sur le terrain, parce que lorsque vous n'avez pas la bonne information, il y a des tentations à suivre tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux qui n'est pas forcément vrai, parce que la stratégie de l'autre, c'est aussi matin, midi et soir, la manipulation. Monsieur le Vice-Premier ministre, je ne vous fais pas une confidence, que cette vidéo sera vue et largement partagée, mais avec des propos travestis, parce que j'en ai vu de vos vidéos partagées par des officiels de l'autre côté, c'est dire que notre stratégie diplomatique et de communication donne des heures d'insomnie. Voilà, merci Monsieur le beaucoup. Vice-Premier ministre. Alors, comme la fois dernière, Bendele, Kokwea. Dites-le en Kitete là un peu, s'il vous plaît. Kitete là. Drapeau Hadotoko. Hadoko qui ponjo. Jamais Bendele ya Congolais et Kokwea. Et rappelez-vous, Corneille dans le Cid. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous vaincrons avec le président Tshisekedi glorieusement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée.